La Société historique de Montréal et la Fondation Lionel Groulx présentent Nouveau regard sur notre histoire. Une émission signée Jean-Charles Déziel. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire avec notre histoire et nos racines sur les ondes de Radio-VM. Au microphone, Éric Lebel. Aujourd'hui, nous vous proposons un seul sujet, mais fort intéressant. De retour de Pologne, Christian Rioux, journaliste et correspondant du quotidien Le Devoir à Paris, s'entretient avec Robert Comeau sur les affinités électives entre le Québec et la Pologne et entre ce pays et la culture française. Nous recevons aujourd'hui Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris, qui est de passage à Montréal. Alors, on en a profité pour lui parler de son dernier, ses 4 derniers textes, entre autres, sur la Pologne, où il est allé faire un reportage fort intéressant. Alors, on va avoir l'occasion, donc, de peut-être faire des parallèles avec le Québec. Alors, bonjour, Christian. Bonjour, Robert. Alors, on va profiter de ta visite à Montréal à l'occasion du colloque Maurice Séguin, où tu dois intervenir, je pense. Alors, pendant que tu es à Montréal, donc, on va essayer de revenir sur ce reportage sur la Pologne. Qu'est-ce qui t'a amené à la Pologne? Pourquoi la Pologne plutôt que la Hongrie ou l'Italie? L'Italie, j'étais déjà allé, j'avais couvert les dernières élections italiennes, mais la Pologne, je dirais plusieurs raisons. La première, spontanément, on se souvient des élections québécoises le 1er octobre et j'ai été sidéré, comme beaucoup de Québécois, de voir que des journaux français nous disaient qu'au Québec, il y avait une vague populiste et que tout à coup, il y avait un premier ministre extrêmement populiste qui avait été élu, à savoir François Legault. C'était une bêtise, évidemment, énorme. Mais voyant ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on dit alors sur la Pologne? Si on dit ça du Québec, que je connais bien et dont je sais très bien qu'il n'y a pas de vague populiste au Québec, même s'il y a des oppositions normales, qu'est-ce qu'on doit dire sur la Pologne? Alors, j'ai proposé à mon journal d'aller en reportage en Pologne, d'autant plus que c'était le 11 novembre, c'est le 100e anniversaire du retour de l'indépendance polonaise. La Pologne avait déjà été indépendante. Elle a passé 150 ans dépecée par la Prusse, par l'Autriche, par la Russie. Et donc, c'était les 100 ans de l'indépendance polonaise. Donc, on a choisi d'aller faire un tour là, d'autant plus que ces pays-là vont jouer un rôle très, très, très important dans la prochaine échéance, la prochaine grande échéance politique européenne, qui sont les élections européennes au mois de mai. Donc, on attend beaucoup de ces élections. On sait qu'il y a des vagues d'opposition un peu partout dans beaucoup de pays. Et donc, la Pologne, la Hongrie, ces pays-là vont jouer un rôle très important. Ce qui agace les commentateurs ici, je crois, c'est le fait que la Pologne s'oppose au gouvernement européen de Bruxelles. Et là, il y aurait des parallèles à faire entre le Québec vis-à-vis Ottawa. Il y a des résistances, on dirait, de la nation face à Bruxelles, face aux interventions, entre autres sur la justice, qui était un domaine normalement réservé aux États nationaux. Alors, sur quels enjeux il y a ce conflit actuellement? C'est toute la question, je crois, aussi du charbonnage, les industries du charbon qui sont très importantes en Pologne. Et comment va se faire cette transition par rapport aux préoccupations écologiques, là? La Pologne, les Polonais, c'est un peuple, j'ai assisté à la grande manifestation qui a souligné le 100e anniversaire de l'indépendance polonaise. Les Polonais, c'est un peuple très fier et extrêmement patriote, comme on a pu l'être peut-être nous-mêmes à d'autres, il y a un certain nombre d'années, à d'autres époques. Et c'est un peuple qui a chèrement payé le prix, je dirais, de l'indépendance. Ils l'ont payé parce que, je le disais tout à l'heure, pendant 150 ans, la Pologne a été démantelée, a été dépecée par les grands empires européens. Ils l'ont payé à l'époque du communisme, où eux sont passés, alors que l'Europe occidentale se libérait, eux sont passés à un nouveau totalitarisme qui a duré jusqu'à la fin des années 90. Alors, vous imaginez bien que l'indépendance nationale pour les Polonais, c'est quelque chose à quoi on tient. On tient comme à la prunelle de ses yeux. Et les Polonais, autant les Polonais sont européens,
Hein? Dans les sondages, c'est très étonnant, les Polonais nous disent qu'à 80%, ils sont pour l'Union européenne, ils veulent être dans l'Union européenne. Les Français disent pas ça. Les Français sont beaucoup moins européens. Quand on pose la même question aux Français et aux Polonais, les Polonais arrivent toujours en tête. Par contre, ils veulent pas d'une Europe fédérale. Ils veulent pas d'une Europe qui s'ingère dans leurs affaires nationales. Ils veulent d'une Europe à laquelle ils vont librement adhérer, où ils vont librement passer des traités, des compromis, s'entendre avec les autres pays européens. Et donc, ils veulent une Europe, et ils vous le disent comme ça, on veut une Europe à la De Gaulle, nous. On veut une Europe des nations. Oui, on veut une Europe des nations. C'est ça qu'on veut. Et on sait que l'indépendance nationale, c'est ça qui nous a protégés pendant des années. C'est notre fierté nationale, notre nationalisme qui nous a permis de passer à travers à la fois le nazisme, à la fois le communisme. On va pas se retrouver aujourd'hui soumis à l'Union européenne ou soumis à quelque autre organisation supranationale qui va nous dire quoi faire dans les moindres détails. Mais les Polonais, je le répète, sont extrêmement européens. Ils sont européens, je dirais, sur le plan de la civilisation. Vous savez que le grand poète polonais, Milos, c'est un poète qui écrivait en français, qui a écrit des livres complets qu'on peut acheter, qu'on peut lire dans un français absolument excellent, pour vous dire comment les Polonais sont intellectuellement, spirituellement même, peuple très catholique, profondément européen. D'ailleurs, la Pologne a longtemps défendu l'idée qu'il fallait inscrire dans une éventuelle constitution européenne les racines chrétiennes de l'Europe. Ils ont été très déçus que l'Europe ne fasse pas ça. Si on pousse le parallèle, au Québec actuellement, on va réduire l'immigration de, je crois, de 50 000 à 40 000. Ça, c'est le gouvernement de la CAQ. Alors, je remarque qu'en Pologne, il y a aussi un débat là-dessus. On refuse les quotas d'immigrants imposés par Bruxelles. Est-ce que vous voyez un parallèle? Oui, il y a un parallèle, c'est-à-dire que les Polonais sont soucieux de préserver leur identité nationale, de préserver leur cohésion sociale. Vous savez, la Pologne, c'est un pays qui a, quand on mange, par exemple, dans un petit restaurant polonais, on voit bien que c'est très peu industrialisé. Ils ont gardé les anciennes cantines, les vieilles cantines qu'ils avaient à l'époque du communisme dans les immeubles où habitaient les gens pas très riches. Ils ont conservé ça. Mais on voit très bien que les grandes chaînes américaines, les grandes chaînes européennes sont en train de démantibuler quelque part cette façon-là de vivre polonaise. Et on peut facilement imaginer qu'on va revenir à Varsovie dans 20 ans, puis il y aura que des McDo et des Starbucks Café. Ils veulent pas ça. Ils veulent pas de cette Europe-là, puis ils veulent pas de cette société-là. Et donc, sur la question de l'immigration, quelque part, c'est la même chose. C'est-à-dire, ils souhaitent préserver leur identité nationale et leur capacité, s'il y en a une, d'intégration. Les Polonais, par exemple, ont accepté depuis la fameuse révolution orange en Ukraine à peu près 1,5 million de migrants ukrainiens. Les Ukrainiens, pour eux, je dirais que c'est les migrants qui s'intègrent le mieux. Il y a des proximités dans la langue, il y a des proximités dans l'histoire. C'est des gens qui font souvent aussi l'aller-retour dans leur pays. Certains vont repartir si la situation s'améliore. Donc, c'est une immigration, ça, qui correspond, je dirais, à l'identité nationale polonaise. Et ils sont très inquiets d'une immigration qui s'intégrerait pas. Et je vous rappelle que les Polonais sont proches des Français, sont très proches de la France. Ils connaissent bien la France. Hein. Beaucoup de films polonais parlent de la France. Beaucoup de peintres polonais ont peint les bords de la Seine historiquement. Et les Polonais vous disent, on veut pas avoir des ghettos comme il y a aujourd'hui dans la société française. Mais c'est difficile. On veut pas avoir ça, on veut pas ça. Est-ce que là-bas, cette droite-là est aussi accusée d'extrémisme quand elle défend des positions, pour moi, acceptables, mais c'est difficile de défendre ça, même au Québec. Je regarde le travail de la CAQ, pour certains, c'est l'horreur. Je vois une certaine gauche là trouver absolument aberrant qu'on réduise des seuils, ou même il y a tout un courant dans la gauche actuellement qui voudrait qu'il n'y ait pas de frontières, qu'on soit d'une ouverture totale. Et si vous faites pas ça, vous êtes automatiquement mis dans dans le groupe des islamophobes ou des gens qui sont hostiles, d'extrême droite, etc. Je pense que dans le cas de la Pologne, on a quelque chose de semblable. Ces mesures-là sont pas extrémistes, à mon avis. Ces mesures qui sont pas extrémistes, c'est-à-dire que moi, je vous dirais que sur la question de l'immigration, je suis laïque. C'est-à-dire que je pense que les peuples, mettons de côté la question des réfugiés, parce que les réfugiés, c'est un devoir, ça, c'est un devoir d'aide, d'assistance à l'étranger. Mais quand on parle de migration, pour l'essentiel, on parle pas des réfugiés, on parle de 80 ou 90% de migrants économiques. C'est ça, les migrants qui sont arrivés en Europe et qui sont arrivés en Allemagne. Je pense que, moi, sur cette question-là, je suis laïque, je pense que les peuples ont le droit de décider de leur politique d'immigration.
Ils ont le droit de modeler leur politique d'immigration en fonction de ce qu'ils sont. S'ils veulent faire comme le Canada, recevoir beaucoup d'immigrants plutôt favorisés, plutôt instruits, parce qu'au Canada, c'est surtout ce type d'immigration-là qu'on reçoit. Les Canadiens, je dirais, ont le droit de le faire, mais les Polonais ont le droit aussi d'avoir leur propre politique d'immigration, de considérer qu'il y a des immigrants qui s'intègrent mieux que d'autres. D'autres seront plus difficiles. Il y a toute la question de la profondeur du catholicisme polonais, par exemple. Le peuple polonais est un peuple où on va encore, c'est pas 90% comme certains journalistes l'écrivent, mais il y a encore une grande présence dans les églises. Le tiers des prêtres européens sont polonais. Aujourd'hui, il y a eu un pape polonais dont la photo est partout en Pologne. On fait pas trop coin de rue sans voir sa photo. Et donc, je considère, moi, et les Polonais considèrent, je pense qu'ils ont raison là-dessus, les Hongrois considèrent ça aussi, et de plus en plus de peuples considèrent ça. Un peuple a le droit de décider de sa politique d'immigration et de modeler la politique d'immigration en fonction de ses propres besoins. Une fois, évidemment, qu'il a assumé ses devoirs en matière de réfugiés. Ça, je pense que c'est fondamental. Et c'est ce que disent les Polonais. Les Polonais, sur la question des réfugiés, le disent aussi. Est-ce qu'il y a une gauche patriotique? Quelle est la nature de la gauche? Est-ce que ça ressemble à nos partis de gauche sociaux-démocrates ou comment ça se situe aujourd'hui avec la fin du communisme? J'imagine que le Parti communiste n'a pas... Je dirais que c'est ça le problème. C'est qu'il n'y a pas de gauche patriotique ou il n'y a plus de gauche patriotique. C'est très flagrant aujourd'hui de voir une forme, dès qu'on aborde la question du patriotisme, Dieu sait si pourtant la gauche a été patriotique. C'est l'ancien premier ministre Manuel Valls disait la gauche a inventé la nation, mais elle s'en rappelle plus. Elle a oublié en cours de route. Elle a oublié en chemin, notamment à l'époque de la Révolution française. Et donc, dès la Révolution française, qui ont beaucoup influencé les Polonais. Les Polonais ont été imprégnés dans les absolument imprégnés de ces idées-là. Napoléon, épousé une Polonaise. Donc, vous voyez que mais aujourd'hui, c'est la rectitude politique. C'est quoi la gauche? Et on sent que depuis un certain nombre d'années, la gauche s'est totalement libéralisée, est devenue totalement une gauche. Une gauche pour qui, dans le fond, les frontières nationales sont plus importantes. Il y a ce qu'il y a d'important, c'est des individus. C'est des individus et la mondialisation, dans le fond. C'est-à-dire, il y a de grandes puissances mondialisées et il y a des individus face à ça, alors que la nation était, et je pense encore, le moyen terme qui permet de se protéger à la fois de la mondialisation et de pas être juste des individus dans une société, parce que c'est pas drôle une société où il y a juste c'est plate une société, puis c'est pas très fraternel une société où il y a juste des individus. Donc, mais on a l'impression que la gauche a oublié tout ce potentiel-là, toute cette force-là de la nation qui est celle qui est capable de faire la médiation entre la mondialisation, en accepter ce qui est positif, mais en rejeter ce qui est négatif, et s'assurer surtout que pour les classes populaires, les classes les plus défavorisées, que ce soit pas eux qui payent le prix de la mondialisation, comme c'est en train de se produire un peu partout dans le monde. Et les Polonais ont vécu la même chose que ça, sauf que, encore pire pour eux, ce sont souvent les anciens communistes qui se sont recyclés. Le premier ministre de la Pologne post-communiste était un ancien communiste. Ce sont ces gens-là qui sont devenus, je dirais, les plus libéraux, les plus ultra-libéraux dans la société polonaise. Et eux en tirent des conclusions, enfin, du moins, s'en étonnent. Par exemple, on a vu le président de la Commission européenne aller souligner les 200 ans de Karl Marx à Trèves, en Allemagne, en inaugurant une statue offerte d'ailleurs par les Chinois. On sait qui est le président de la Commission européenne. On sait que c'est le maître de l'évasion fiscale au Luxembourg. Alors, vous voyez le maître de l'évasion fiscale au Luxembourg qui s'en va saluer Karl Marx à Trèves. Il y a quelque chose de paradoxal. Imaginez les Polonais, avec leur histoire, qui regardent ça et qui se disent, c'est ça l'Union européenne qu'on nous prépare, on connaît ça, on a déjà connu ça. Et on a le sentiment de retrouver un peu cette espèce de domination, un nouvel empire, on pourrait presque le dire, un nouvel empire, il serait allemand, européen, mais il prendrait des formes différentes, et les Polonais ne veulent pas de ça. Sur la question juive, où il y a eu évidemment l'extermination, c'est beaucoup en Pologne au moment de la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'on essaie encore de culpabiliser le peuple polonais pour ça? Comment c'est vécu? Est-ce que c'est le silence ou est-ce que ces questions-là sont débattues? Les Polonais ont une histoire compliquée sur la question juive. La Pologne, c'était le
avant la guerre, c'était le principal pays où il y avait les plus grandes communautés juives en Europe. Aujourd'hui, il y en a pratiquement plus. 3 millions de morts, 3 millions de Juifs morts dans les camps d'extermination en Pologne, allemands en Pologne, mais aussi 3 millions de Polonais morts dans la résistance contre l'envahisseur allemand. Les Polonais n'ont jamais collaboré avec l'envahisseur. Il n'y a pas eu de Pétain polonais. Le gouvernement est parti à Londres immédiatement, a été dans l'opposition et ce gouvernement-là a même à certains moments mis en garde les Américains et les Anglais contre la question des camps d'extermination. Donc, il y a une histoire complexe, c'est-à-dire il y a autant de victimes polonaises non juives que de victimes juives pendant cette guerre-là. Et le gouvernement, lui, n'a jamais collaboré à cette extermination-là, même si on sait qu'il y a eu des pogroms. En Pologne et qu'il y a, même après le départ des Allemands, juste avant l'arrivée des Russes, il y a eu des pogroms spontanés dans certains villages où on a exterminé des Juifs à ce moment-là. La difficulté des Polonais, c'est de dire, on a combattu les Allemands, on n'a pas, comme gouvernement, comme société, participé à l'extermination des Juifs et on en est fiers. Et les Polonais en parlent de ça. Mais d'accepter que oui, il y a eu des Polonais, il y a eu quand même un bon nombre de Polonais qui ont participé à des pogroms et l'antisémitisme demeurait important malgré tout en Pologne. Et là, il y a une difficulté pour les Polonais, pour le gouvernement polonais en particulier, de reconnaître je dirais qu'ils en sont pas là. Mais est-ce que la gauche pousse pour que le gouvernement en place pose des gestes de reconnaissance ou de réparation? Est-ce que c'est une question, un enjeu? Mais le gouvernement, vous savez, il y a un grand musée de l'histoire des Juifs à Varsovie. La question juive est présente partout en Pologne. Elle est présente partout et le gouvernement ne la cache pas. Il n'y a pas de négation de l'Holocauste juif. Il y a une difficulté à admettre que des Polonais, pas le gouvernement polonais, mais des Polonais ont participé à ça. Là-dessus, c'est vrai que le gouvernement actuel a de la difficulté à admettre ces questions-là. La femme du président polonais, M. Duda, est juive. Quand il y a des débats sur la question juive, elle va immédiatement voir les organisations juives. Il y a des liens très forts. Les Juifs se sentent en sécurité en Pologne. Il y a très peu d'antisémitisme. Il peut y avoir un certain renouveau, mais vous savez, quand on a été... les Juifs étaient à peu près 30% de la population dans les villes à l'époque. C'est énorme. Le tiers, vous dites le tiers. Le tiers dans les villes. Dans les villes. 10% dans l'ensemble du pays, mais dans les villes, c'était le tiers. C'était la vie intellectuelle polonaise était largement prise en charge par des populations juives. Et aujourd'hui, c'est à peine 1%. Ceux qui sont restés, les rares qui sont... Parce que les expulsions de Juifs se sont poursuivies sous le communisme. En 68, il y a une grande expulsion de Juifs. Ah oui? Oui, absolument. Ça se poursuit. La domination russe n'a pas arrêté l'antisémitisme. En 68, il y a une expulsion massive de Juifs, un peu les derniers qui restaient là. Donc, sont restés ceux qui étaient extrêmement bien intégrés, souvent des Juifs qui révélaient pas qu'ils étaient Juifs, qui le disaient pas ou qui trouvaient pas ça important de le dire. J'ai rencontré des gens, Anna Bicomte, par exemple, a découvert qu'elle était juive à 33 ans parce que ses parents n'y en avaient pas parlé. Alors, vous savez, c'est ce genre de population juive qui reste aujourd'hui en Pologne. Oui, il y a un certain, à Cracovie notamment, dans l'ancien quartier juif, il y a un certain renouveau. Bon, des fois, ça tient un petit peu de la mode aussi parce que le multiculturalisme est à la mode, donc on fait un grand festival juif. Est-ce que la langue, parce qu'on sait que ça a disparu à Montréal, c'était la troisième langue avant la Deuxième Guerre mondiale, langue parlée. Est-ce que cette langue-là reprend ou c'est trop marginal ou c'est encore marginal, je veux dire, en Pologne? Ça reste encore marginal en Pologne parce que l'extermination a été tellement importante qu'aujourd'hui, je dirais, toute cette culture juive-là est disparue. Elle intéresse les Polonais, elle intéresse les gens. Donc, il y a des musées, on visite les synagogues. C'est vrai qu'il y a un renouveau d'intérêt pour la culture juive. Mais est-ce qu'on peut imaginer la renaissance d'une population juive en Pologne? Je pense qu'aujourd'hui, c'est assez difficile à penser. Et la plupart des Polonais vivent un peu avec ce deuil-là, quelque part. L'extermination a été tellement
tellement importante qu'aujourd'hui, je dirais, toute cette culture juive-là est disparue. Elle intéresse les Polonais, elle intéresse les gens. Donc, il y a des musées, on visite les synagogues. C'est vrai qu'il y a un renouveau d'intérêt pour la culture juive. Mais est-ce qu'on peut imaginer la renaissance d'une population juive en Pologne? Je pense qu'aujourd'hui, c'est assez difficile à penser. Et la plupart des Polonais vivent un peu avec ce deuil-là, quoi, quelque part. Vous écoutez Nouveau regard sur notre histoire, sur les ondes de Radio-VM. Et maintenant, voici la suite de notre entretien. Il y a beaucoup d'analystes là dans nos journaux à Montréal qui nous disent que la situation en Europe, il n'y a pas juste la Pologne, il y a la Hongrie, il y a l'Italie, il y a évidemment en France, le Front National, on en parle. Comment vous évaluez cette menace-là ou ce courant-là? Est-ce que c'est aussi menaçant pour la démocratie qu'on le dit? Moi, là-dessus, il y a comme deux positions. J'ai vu un débat l'autre jour où il y avait justement Mathieu Bock-Côté qui discutait de cette question-là. Est-ce qu'on revient aux années 30 ou non? Comment vous vous situez dans ce débat-là? Écoutez, je vous dirais, on nous refait le scénario des années 30 régulièrement. Hein, c'est pas nouveau. Il y a 20 ans, je peux vous dire des appels que je recevais où on me disait fais-nous un article sur la montée, sur le retour des années 30 en Europe ou en France et la montée du fascisme. Je pense que parler de retour des années 30, c'est marcher avec une béquille, c'est-à-dire c'est essayer de plaquer une situation complexe aujourd'hui, qu'on comprend pas toute d'ailleurs, qui est difficile à comprendre, puis qu'il faut essayer de comprendre, essayer de la résumer à des choses qu'on a connues à une autre époque, à des archétypes, et de la simplifier. Je crois qu'on vit pas du tout dans la période des années 30. Essayons de se plonger un peu dans ce que peut être la période des années 30, montée d'abord du communisme, parce que c'est en 18 d'abord que le communisme, une espèce de courant qui court partout en Europe et qui va triompher comme par hasard en Russie, alors que c'est pas là qu'on attendait. L'Allemagne est sur le point de chavirer, elle aussi, de cette façon-là. Va répondre à ça le nazisme, le fascisme, le nazisme. On est dans des populations et des partis politiques qui ont des milices. On a des affrontements armés dans les rues. C'est ça, les années 30. Hein? C'est pas du tout ces deux totalitarismes qui se battent pour la ferveur populaire, pour le contrôle des peuples, et les masses qui arrivent dans la démocratie, sont toutes nouvelles arrivées dans la démocratie, se jettent finalement dans ces idéologies-là. On n'est pas du tout dans un contexte comme celui-là. On vit dans un contexte où l'individualisme est croissant, grandissant. Vous voyez beaucoup de gens, vous, militer dans les partis politiques, dire qu'ils vont donner leur vie pour la patrie. On n'est plus du tout dans ce contexte, dans des contextes comme ça. Ça veut pas dire qu'on est... C'est un autre contexte, mais il reste que des... Ça veut pas dire qu'on est dans des contextes faciles. Ça veut pas dire qu'on est dans des contextes faciles, mais on est dans un contexte où, je pense, les clivages en Europe sont en train de changer. Complètement. C'est-à-dire, on part véritablement d'un clivage droite-gauche, qui était celui de toutes nos démocraties, l'époque des 30 glorieuses là-bas, aux États-Unis, la même chose, au Canada et au Québec. Je pense qu'on part d'un clivage droite-gauche vers un clivage qui est en train de faire chavirer les partis politiques et qui est en train de changer les oppositions aujourd'hui dans la société. Et on est beaucoup plus aujourd'hui, et on le voit, tous les pays sont en train de tomber les uns après les autres, où la gauche est en train de disparaître dans tous les pays. La gauche est en perdition en Allemagne, elle est en perdition en Italie, elle est en France, le Parti socialiste est à peu près mort, à peu près disparu. Et tout ça s'est fait en quelques années parce que ces partis-là n'ont pas compris que le clivage changeait. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans un clivage libéral, mondialisation, nation, nationalisme, identité. Mais les classes populaires, dans tous ces pays-là, souffrent des effets de la mondialisation. Ça s'est pas fait au profit des classes populaires. Absolument. Quand on regarde en France, actuellement, là, c'est les gilets jaunes. Il y en a qui disent c'est l'extrême droite, d'autres c'est l'extrême gauche. Peu importe que ce soit des anciens communistes ou que ce soit. Vous voyez, ils sont perdus justement parce que c'est plus la droite et la gauche. Non. C'est ça. C'est ceux qui ont été abandonnés par les partis. Le premier qui a compris ça, c'est Emmanuel Macron. Le premier qui a compris que c'était fini le clivage droite-gauche, c'est lui. Oui, mais il reste des classes populaires. Non, mais je vous dis pas. Oui, il reste des classes populaires, oui, absolument. Mais je vous dis pas que le clivage droite-gauche est fini pour toujours. Mais il est fini pour l'instant, là. Pour l'instant. Le premier qui a compris ça, c'est Emmanuel Macron. Il a fait l'unité des libéraux. Il a fait l'unité des libéraux, de ceux qui étaient pour l'Europe, pour la mondialisation, qui étaient pour la libéralisation de l'économie, à gauche et à droite.
Il est allé chercher Juppé, il est allé chercher les partisans de François Hollande. Et il a mis ces gens-là dans le même parti. Évidemment que à la fois Marine Le Pen, qui est un parti de droite, et Laurent Wauquiez, qui est un parti de droite, et même Jean-Luc Mélenchon, sont un peu perdus. Et qu'est-ce qui s'est passé face à Emmanuel Macron? Aucune opposition a été capable de se manifester et de se constituer véritablement en opposition. Alors l'opposition s'est faite dans la rue. Et là, on a vu justement des gens de droite et de gauche. L'exacte réplique, mais en face, ouais, à Emmanuel Macron, des gens de droite et de gauche qui donc, faute d'avoir un parti politique pour exprimer leurs revendications, se sont regroupés, se sont mis à faire des blocages. Et on voit ça dans tous les pays. Le mouvement 5 étoiles en Italie, c'est un mouvement qui est d'abord né de la gauche. C'est un Mais mouvement comment qui cela va se recomposer? Comment vous voyez ça? C'est très difficile de voir comment tout ça va se recomposer, mais on est dans une période de recomposition. C'est-à-dire, on est dans une période où le clivage gauche-droite n'est pas significatif. Et où, d'ailleurs, la gauche a abandonné un peu, vous parlez des classes populaires, il y a toujours des classes, oui, il y a toujours des classes populaires, puis il y a toujours une opposition de classe dans la société. Elle est même, quand on regarde la question des Gilets jaunes, elle est même tout à fait évidente et de plus en plus évidente, mais elle ne s'exprime pas sur des terrains de gauche et de droite. La gauche ayant quitté quelque part depuis un certain nombre d'années, une grande partie de la gauche, il y a quelques exceptions dans le monde, mais ayant quitté le terrain des classes populaires et n'étant plus intéressée par la sensibilité de ces milieux-là. Ces milieux-là, par exemple, vous savez qu'à l'époque, le Parti communiste français, qui était le grand parti communiste ouvrier, le plus grand d'Europe à l'époque, c'est un parti qui était opposé à l'immigration. Parce qu'il voyait bien que l'immigration avait des conséquences sur les milieux populaires. Parce que c'était pas une immigration riche qui arrivait en France, une immigration pauvre. Cette immigration-là a fait quoi? A créé de la concurrence sur le marché du travail. A fait baisser les salaires. C'est n'importe quel marxiste de base, c'est ce genre de choses-là. Mais c'est comme si on savait plus ça. C'est comme si on savait pas que il s'agit pas d'être pour ou contre l'immigration, il s'agit de voir ce que ça fait. Ce que ça provoque. Si l'immigration provoque une baisse des salaires, si elle provoque une concurrence nouvelle, si elle fait en sorte que les ouvriers qui avaient accès à des HLM ont plus accès à des HLM, ça crée des conséquences sociales, cette immigration-là. On peut pas bêtement se dire on est pour l'immigration parce qu'on est pour le bien et ne pas ouvrir les yeux sur ces conséquences sociales-là. Et la gauche a fermé les yeux sur les conséquences sociales, notamment de l'immigration et de beaucoup de réformes économiques qui ont été faites depuis un certain nombre d'années. Et ces populations-là, je dirais, se sont retrouvées abandonnées, seules. Parce que la gauche s'y intéressait pas, la droite non plus. Et un sociologue comme un géographe, en fait, comme Christophe Guilly, par exemple, dit toujours, c'est pas Marine Le Pen qui est allée courtiser ces gens-là. C'est eux qui lui sont tombés dessus. Ils lui sont tombés sur la tête sans qu'elle ne demande rien. Elle n'a rien compris même, à la limite, au début, à ce qui se passait. Ces gens-là venaient la voir et ils cherchaient de toute urgence un parti politique, une expression politique. Moi, ce qui m'a frappé, si on parle de gauche-droite, à l'Assemblée nationale, récemment, lorsqu'il était question de baisse du seuil d'immigration de 50 à 40, Québec solidaire s'est tout à fait associé avec le Parti libéral en disant qu'on avait besoin... On nous a dit qu'on avait besoin d'immigrants pour toutes sortes de raisons. D'abord, on avait besoin dans ces secteurs particuliers que l'économie souffrirait si on n'avait pas ça. Et le deuxième argument, c'est notre proportion dans le Canada. Ça m'a frappé de voir Québec solidaire indépendantiste qui se soucie du nombre de francophones dans l'ensemble canadien. Et au nom de ça, il faudrait faire entrer plus d'immigrants dont on n'est pas certain du tout qu'ils vont parler français. Mais la question économique, à savoir que les entreprises qui veulent un grand nombre d'immigrants, souvent peu qualifiés pour leur faire des emplois là, que les autres ne veulent pas faire, ça n'a pas été abordé du tout. C'est comme s'il y avait une espèce de sentiment généreux qu'il faut s'ouvrir, accepter au maximum et essayer de soulager toutes les misères du monde. Il y a quelque chose d'un peu utopique dans cette vision de la gauche par rapport à la question de l'immigration. C'est comme si les pays devaient abandonner leur politique d'immigration au nom de... Parce qu'on est riche, il faudrait que les frontières s'ouvrent. En fait, c'est libéral et c'est des drôles d'arguments qui sont mis de l'avant. En fait, c'est comme si on n'avait même pas le droit d'en parler. Oui, parce que c'est très culpabilisant de parler de ça. C'est terriblement culpabilisant. Ça l'est en France. Pourtant, en France, faites des sondages, vous allez voir que 80% de la population considère que il faut stopper l'immigration en France. Il faut se donner le temps, je pense que les Français le diraient comme ça, se donner le temps d'intégrer l'immigration qui est déjà là. Il y en a peut-être déjà pour quelques décennies à intégrer les immigrants qui sont déjà là. Ceci dit, les Français restent, je pense, à
à une petite majorité plus favorable à la question des réfugiés. Ça, c'est la question des réfugiés, c'est toujours différent. Mais justement, ces gens-là, vous parlez de Québec solidaire, ne veulent pas distinguer ces deux types d'immigration-là. C'est comme si l'immigration était par essence un devoir. Et point à la ligne, on n'a pas le droit d'en discuter. Et par essence, qu'il faudrait en avoir toujours plus. Mais c'est un non-sens. Je veux dire, l'immigration, quand on parle d'immigration économique, c'est quelque chose dont il faut discuter socialement, en tenant compte, évidemment, de l'économie, pas seulement de l'économie, en tenant compte de notre culture, de notre identité nationale, de ce qu'on veut préserver, de la difficulté de l'intégration. Il y a des immigrants plus faciles à intégrer, d'autres plus difficiles à intégrer. Je veux dire, il y a tout ça. Et ça, il faut tenir ce débat-là de manière rationnelle, de manière apaisée, et non pas en faisant brandir l'espèce de la croix et la bannière. À partir du moment où on discute de cette immigration-là, on est un facho, on est un raciste. Dans un autre domaine où... Dans un pays normal, on discute de l'immigration. Et si un pays ne veut pas avoir d'immigrants, ben ce pays décide tout simplement par consensus, de manière démocratique, de ne pas avoir d'immigration économique. C'est tout. Vous savez, les lois de l'économie le disent. S'il n'y a pas d'immigrants dans un pays, puis si le marché du travail manque de monde, ben les salaires vont monter. Il y a toutes sortes de façons de remplacer l'homme dans le marché du travail, la mécanisation, les salaires qui montent. En général, quand on monte un salaire, on trouve des employés. Et donc, revenons à la Pologne. Quand la Pologne se fait dire qu'elle n'a pas le droit de discuter de l'immigration, eh bien, elle se dit, on a déjà connu ça. Des époques où on n'avait pas le droit de discuter de notre politique nationale. C'était la domination soviétique, ça a été la domination allemande, ça a été le dépeçage, et donc les Polonais sont très sensibles à ça. Ils refusent qu'on leur dise qu'ils n'ont pas le droit d'avoir une politique nationale, leur politique à eux, sur la question de l'immigration, comme sur des questions économiques aussi. Ici, il y a un autre dossier qui est particulièrement important actuellement, là, c'est la question la question de la laïcité et des fameux signes ostentatoires, là, le fait que le gouvernement de la CAQ a décidé que toutes les personnes en autorité, y compris les enseignants du primaire, les policiers, tout ça, n'auraient pas le droit de porter des signes religieux. Et ça fait juste souligner ça, là, c'est perçu comme quelque chose de très négatif par une partie de la gauche. Et c'est étonnant comme ce débat-là est émotif et prend des proportions. Est-ce qu'on pourrait l'expliquer du fait qu'en Amérique du Nord, la question du multiculturalisme et des droits individuels est si forte que cette position-là est vue comme une position insoutenable en Amérique? Peut-être que c'est ça qui explique qu'en France, on peut en parler, mais au Québec, c'est comme aller à l'encontre de toute la tradition anglo-saxonne. Oui. Est-ce que vous percevez ça un peu comme ça? Oui, je pense que oui. C'est le débat là-dessus est pas toujours facile en Europe non plus, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile là-bas. Bon, en France, il y a toute la tradition laïque, historique, donc on s'inscrit déjà dans quelque chose, une tradition qu'on n'a pas tout à fait ici, là, pas tout à fait inexistante. Où on en est actuellement en France par rapport à les signes religieux? Est-ce que, par exemple, les enseignants du primaire peuvent porter des signes religieux? Non, en France, les enseignants du primaire ont jamais pu porter de signes religieux. Ça a été réglé par la loi de 1905. Un fonctionnaire ne porte pas de signes religieux ni de signes politiques non plus. D'ailleurs, c'est mis sur le même pied. Donc, même les enseignants... C'est la même chose. Il s'agit pas on n'est pas fonctionnaire avec un t-shirt de Che Guevara, là. On n'est pas fonctionnaire avec un voile. Puis on n'est pas fonctionnaire avec une grande croix dans le cou. En France, ça, c'est réglé, je vous dirais, depuis 1905. C'est une question qui est réglée. La seule chose qui s'est rajoutée à la loi de 1905, c'est les écoles. C'est les élèves dans les écoles. C'est-à-dire que Jacques Chirac, en 2005, je pense, à peu près autour de ça, avait, lui, ajouté à la loi de 1905 cet élément-là, à savoir que dans les écoles, il n'y aurait pas de signes religieux. Et les enfants eux-mêmes ne pourraient pas porter de signes religieux. Et ça, je dirais que ça, c'est le socle français qui n'est pas vraiment contesté. Ça s'est apaisé pas mal depuis? Il y a eu dans les garderies à un moment donné. Oui, il y a eu des débats dans les garderies. Ben, il y a des débats parce qu'il y a aussi des poussées dans les banlieues françaises, en particulier des groupes islamistes qui, eux, évidemment, sont férocement opposés à ces formes de laïcité-là et donc qui essaient de remettre en question ces choses-là. Mais dans l'ensemble de la population, dans l'opinion générale en France, on peut vous dire qu'il y a un socle solide de 80 ou 90% de gens qui considèrent qu'il ne faut pas toucher à ces questions-là. Mais vous avez raison de dire que le débat au Canada, au
au Québec est beaucoup plus difficile parce que, effectivement, la tradition de l'Empire britannique, et là, il y aurait, moi, je trouve, à creuser théoriquement quelque chose pour essayer de comprendre comment le multiculturalisme aujourd'hui, qui est la politique de la mondialisation, quelque part, qui est la politique des mondialistes, est, dans le fond, l'héritier de la vieille politique des empires et de la vieille politique de l'Empire britannique. Donc, l'Empire britannique a toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire qu'il laissait les babioles pas trop importantes, comme la religion et la langue, un peu de culture, un peu de folklore au peuple, et lui, il assumait les pouvoirs régaliens et il s'occupait de l'économie, essentiellement. Donc, l'Empire britannique a toujours fonctionné comme ça, et il n'est pas surprenant que quelqu'un comme Pierre Elliott Trudeau, dans les années 70, va, quelque part, grand disciple de Lord Acton, va reformuler quelque part, peut-être à la mode du jour, cette pensée-là et inventer là ce qu'on appelle aujourd'hui le multiculturalisme. Donc, et c'est vrai que donc ce débat-là est beaucoup plus difficile au Canada, difficile au Québec, parce que le Québec est le seul endroit à peu près au Canada où il y a une tradition républicaine, où il y a une tradition nationale républicaine. 1837, on pense à certains moments de notre histoire, ça n'a jamais vraiment triomphé, mais c'est là, c'est dans notre histoire, ça fait partie de notre constitution mentale, et donc les Québécois se retrouvent en opposition quelque part à cette grande tradition-là britannique du multiculturalisme. Et donc c'est pour ça que le débat est si difficile, mais c'est encore un peu le même débat, c'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit d'avoir notre politique? Est-ce qu'on a le droit d'avoir des politiques qui nous ressemblent à nous, ou si les politiques sont décidées ailleurs et sont écrites d'avance sur l'immigration, sur la laïcité, sur toutes ces questions-là. Et quand revenons-en à la question de la démocratie, quand des peuples comme les Polonais, quand les Gilets jaunes, par exemple, ont le sentiment que la démocratie fonctionne pas, c'est ça qu'ils veulent dire souvent. C'est-à-dire, il y a une politique, c'est celle de la mondialisation, et vous allez vous y plier, vous y conformer, tout simplement. Et on a l'impression aujourd'hui que ce discours-là, que Québec solidaire nous dit, regardez, c'est ça la politique de la mondialisation, c'est ça la politique de la gauche aujourd'hui. On ne débat pas de ces questions-là, alors que les peuples veulent, comme nation, comme peuple, continuer à se donner leur politique à eux, qui ne sont pas nécessairement la politique des voisins. Donc, c'est plus cette politique-là vis-à-vis Bruxelles qui est assez commune actuellement dans ce qu'on appelle les partis de droite. C'est plus il y a beaucoup une résistance. Résistance face aux politiques de Bruxelles. Oui, absolument. Parce que, vous savez, l'Europe, c'est une grande idée. L'Europe, c'est d'abord, je pense, une civilisation. On l'oublie souvent. Et quand on va en Pologne, on comprend que l'Europe, c'est une civilisation. C'est vraiment une civilisation. Et les Polonais le vivent comme ça. Ces gens-là, ils sont proches intellectuellement, ils sont proches des grands auteurs français, allemands. Sous ce monde intellectuel-là, on peut pas imaginer comment ça s'est mélangé dans les années au 19e siècle et au 20e siècle. Et donc, ces peuples-là sont profondément européens. Ils sont européens sur le plan de la civilisation, sur le plan des valeurs, des choses importantes, les racines chrétiennes aussi, entre autres. Mais ils s'aperçoivent qu'on utilise l'Europe pour, dans le fond, américaniser les peuples européens, pour mondialiser les peuples européens. Sans respecter les cultures nationales. Et ils ont l'impression de se faire avoir, de quelque part. Autant ils ont aimé l'Europe, et autant ils l'aiment encore. Ils considèrent que c'est une grande idée, l'Europe. Autant ils trouvent que c'est une idée qui a été, en partie, en tout cas, pervertie et qui a été transformée afin de mettre de côté des grandes nations européennes, qui ont été des grandes nations dans l'histoire puis qui sont encore aujourd'hui, et afin d'imposer une sorte de pensée unique. Dans le fond, on le voit, les Français vivent l'Europe aujourd'hui comme une américanisation de la France. Les Gilets jaunes nous disent, regardez, on nous construit des centres d'achat à l'extérieur de nos villages. Nous autres, on a des petits commerçants dans nos villages qu'on aime, qu'on connaît, qui sont nos voisins, qui sont notre boulanger, qui sont notre boucher, et notre marchand de journaux. Et on nous construit des grands centres d'achat à l'américaine à l'extérieur des villes. Puis là, on nous oblige d'acheter des voitures. On nous dit que le diesel coûte moins cher, faites le don. Puis là, aujourd'hui, on nous dit non, c'est l'écologie. Revendez votre voiture au diesel et achetez-vous une belle voiture hybride à 35 000 €. C'est ça. C'est qu'au nom de l'écologie, on veut leur faire payer aussi. Absolument. Mais ils ont l'impression de s'être fait avoir. Parce que ça, d'ailleurs, Christophe Guilly le dit dans ses livres, le géographe Christophe Guilly, qui a beaucoup étudié ces régions-là, ces quartiers-là. Ces gens-là, y ont cru à la mondialisation.
Ils ont cru au pari de la mondialisation. Ils se sont dit, oui, c'est OK, allons-y, ça sera mieux pour tout le monde. Et ils s'aperçoivent aujourd'hui que c'est pas mieux pour tout le monde et qu'eux payent un prix trop élevé. Ça favorise les banquiers. Ça favorise les banquiers, ça favorise certaines nations qui en tirent plus de profit. L'Allemagne, disons-le, depuis que l'euro est là, est un pays qui, on a beau faire n'importe quelle politique en Allemagne, ça va bien. Alors que la France essaie de freiner sa désindustrialisation, puis elle n'y parvient pas. Moi, je suis arrivé en France à une époque où il y avait un déficit commercial positif en France. Je citais toujours en exemple, d'ailleurs, la France comme un pays où le déficit commercial était excellent. Depuis l'euro, tout ça a viré de bord complètement. Et tous les gouvernements, on a l'impression que tous les gouvernements, les uns après les autres, essaient de redresser cette barre-là et n'y parviennent pas. Et d'où le désespoir, quelque part, d'un certain nombre de personnes aujourd'hui qui ne croient plus dans les partis politiques parce que combien ont essayé de redresser la barre et ils ne sont pas parvenus. Et c'est tous les pays du sud de l'Europe, de la Grèce jusqu'au Portugal. Oui, absolument. Écoutez, oui. Christian, on doit mettre fin à notre entretien. C'est fort intéressant, j'espère. Et en passant, qu'est-ce que vous allez faire au colloque Maurice Séguin? Écoutez, on m'a invité, le mot est peut-être un peu gros, là, pour conclure le colloque. Là, je suis pas sûr que je vais conclure, mais je vais essayer de comprendre un petit peu. Bon, je suis journaliste, évidemment, donc je vais essayer de comprendre un peu en quoi Maurice Séguin est actuel. Et je trouve que la pensée de Maurice Séguin aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on fait un colloque sur Maurice Séguin. La pensée de Maurice Séguin est fondamentale. Quand Séguin nous dit on est un peuple annexé ou on n'est pas un peuple annexé, on n'est pas à moitié annexé ou à moitié indépendant, on est annexé ou on l'est pas, on est majoritaire ou on est minoritaire. C'est une pensée, à mon avis, très importante à rappeler aujourd'hui, surtout à un moment où des gens sérieux nous disent que il faudrait redevenir des Canadiens français. Hein? Non, mais on entend ça. C'est une urgence. On entend ça aujourd'hui et je le dis pas de manière péjorative, pas du tout à l'égard de ceux qui voudraient s'appeler des Canadiens français ou qui l'ont été. Mes parents l'ont été, mon grand-père l'a été. Mais à mon avis, ce serait une régression majeure. Je pense que l'œuvre de Maurice Séguin nous permet de comprendre ça. Parce que effectivement, on a essayé pendant plusieurs années de sortir de la survivance pour vivre normalement. Et je pense que ça s'inscrit dans ce tournant. On est à un tournant, je pense, important par rapport à la question de la souveraineté. Alors, on a bien hâte de vous entendre à cette occasion-là. Et puis, j'espère qu'on aura d'autres occasions. Si vous repassez à Montréal, n'oubliez pas de venir à nos studios. Je n'oublierai pas, promis. Merci. Très bien, au revoir. Robert Comeau s'entretenait avec Christian Rioux, journaliste et correspondant du quotidien Le Devoir à Paris. Il nous a parlé des affinités électives entre le Québec et la Pologne et entre ce pays et la culture française.